de cette vidéo, on va entamer un nouveau module, c'est le module de l'optique ondulatoire. Donc c'est le module de l'optique ondulatoire. Vous savez déjà l'optique géométrique où la lumière est considérée comme des rayons, mais dans le module de l'optique ondulatoire, la lumière est considérée comme des ondes, et en particulier ce sont des ondes électromagnétiques. Donc on a déjà dans d'autres vidéos étudié les ondes électromagnétiques, mais ce qui caractérise les ondes lumineuses, c'est que leur longueur d'onde lambda, elle appartient au domaine visible. Donc lambda appartient à 450 nanomètres, 750 nanomètres. On dit aussi parfois 800 nanomètres. Donc c'est l'unité entre la couleur bleue et la couleur rouge. Donc ça c'est le domaine visible. Donc le premier chapitre de ce grand module, le module de l'optique ondulatoire, c'est l'interférence lumineuse. Donc on va étudier l'interférence lumineuse. Voilà. Donc expérimentalement, Thomas Young, c'est un physicien, c'est un médecin et aussi c'est un égyptologue. Il a montré que lumière plus lumière peut donner l'obscurité. Il a dit que lumière plus lumière peut donner l'obscurité. Voilà. Donc ça c'est un paradoxe. Donc ce paradoxe peut être interprété grâce au phénomène d'interférence lumineuse. Donc on va l'expliquer dans la leçon. Donc ce paradoxe, donc, il a donné le point de départ à ce grand phénomène, le phénomène d'interférence, qui existe aussi avec d'autres types d'ondes. On peut parler aussi d'interférence d'ondes acoustiques, par exemple. D'accord ? Donc le but de ce chapitre, c'est d'étudier ce phénomène, et en particulier c'est d'étudier les conditions nécessaires à son obtention, ainsi que les dispositifs nécessaires à son obtention. Et ensuite on va passer à quelques applications à partir de quelques exemples de dispositifs interférentiels. Et en particulier, on va parler par exemple de la métrologie, de la spectroscopie, de l'analyse des cohérences des sources, etc. Voilà. Donc puisque ça c'est notre premier contact avec l'optique ondulatoire et en particulier l'interférence, donc on va commencer par un grand premier paragraphe qui s'appelle généralité, déjà pour introduire le vocabulaire qu'on va l'utiliser. Donc grand 1, généralité. Donc le premier sous-paragraphe, c'est la vibration lumineuse et le module scalaire. Donc vibration lumineuse et le modèle scalaire de la lumière. Donc selon le module de l'électromagnétisme, donc je vais noter EM, on a montré que les ondes lumineuses, ce sont des ondes électromagnétiques. Donc les ondes lumineuses, ce sont des ondes électromagnétiques, et ça donc selon les équations de Maxwell. Donc ceci est confirmé par les équations de Maxwell. Mais 50 ans avant la découverte des équations de Maxwell, c'est M. Fresnel, donc 50 ans avant la découverte des équations de Maxwell,
c'est Fresnel qui a introduit donc la notion de vibration lumineuse, parce que à cette époque-là, donc on ne sait pas que la lumière c'est une onde électromagnétique, donc, mais il a donc interprété les phénomènes de propagation de la lumière et le phénomène d'interférence par cette grandeur qu'il appelait donc vibration lumineuse, notée S. Donc Fresnel a introduit la vibration lumineuse. S en un point M à l'instant T. Donc, en fait, réellement, donc S c'est le module du champ électromagnétique. C'est le module du champ électrique E transporté par l'onde électromagnétique. Donc en fait, S de MT c'est égal au module du champ électrique. Donc ici, puisqu'on ne tient pas compte du vecteur champ électrique, ou bien de la direction du champ électrique, donc on parle de ce qu'on appelle le modèle scalaire de la lumière. D'accord ? Donc ceci introduit le modèle scalaire de la lumière. Donc S se propage dans les milieux qui sont transparents, donc le long des rayons lumineux. D'accord ? Donc S se propage le long des rayons lumineux. Et les rayons lumineux, donc si on lie ça au module d'électromagnétisme, c'est en fait la direction de K. K, c'est le vecteur d'onde. D'accord ? Donc elle se propage le long des rayons lumineux qui possèdent la même direction que K. Dans la direction PK. K, donc je rappelle que K c'est le vecteur d'onde. Donc ce vecteur est introduit dans le module d'électromagnétisme. Et la vitesse de propagation de la vibration lumineuse est V. Donc la vitesse de propagation, c'est V qui est égal à C sur N. Avec C, c'est la vitesse de la lumière dans le vide. Comme vous le savez, c'est 3 à 10 à la puissance 8 mètres par seconde, divisé par l'indice M du milieu. D'accord ? Donc ici, on suppose que le milieu est transparent et homogène. D'accord ? Donc le milieu il est transparent et homogène. Or, selon le module d'électromagnétisme, la vitesse est égale à la vitesse de phase. Et la vitesse de phase, par définition, c'est oméga sur K. Donc oméga, c'est la pulsation de l'onde, et K, c'est le module du vecteur d'onde. Donc il est appelé aussi module d'onde, le K. Donc ici, on va trouver alors que C sur N égale oméga sur K. Donc on va trouver que K égale à oméga sur C fois N. Et oméga sur C, c'est K0, d'accord ? Or, oméga sur C, c'est égal à K0, c'est égal à 2pi sur lambda 0. Donc je veux dire par l'indice C0, ça c'est le vide, d'accord ? Ça c'est dans le vide illimité. D'accord ? Donc on va trouver que K égale à 2pi sur lambda 0 fois l'indice N. Voilà, donc ça c'est le module d'onde. Donc on passe au deuxième sous-paragraphe. On va introduire la notion de l'éclairement et de l'intensité. 1, 2. Éclairement. Donc il est noté epsilon ou bien E. Et l'intensité. En général,
photorécepteurs, en général, par exemple l'œil, par exemple les photodiodes, donc, possèdent des temps de réponse qui sont très grands par rapport à la période de l'onde lumineuse. D'accord? Donc si on considère un photorécepteur, donc les photorécepteurs, exemple, l'œil, photodiode, etc., caméra CCD, etc. Donc pour les photorécepteurs, on a dit que le temps de réponse, noté donc taux, est très supérieur à la période visible, qui est de l'ordre 10 puissance 14, moins 14 secondes. D'accord? Par exemple, le taux de l'œil, par exemple, le taux de réponse de l'œil humain, c'est de l'ordre de 10 puissance moins 1 seconde. Donc c'est très supérieur à la période des ondes lumineuses visibles. Donc pour cela, les photodétecteurs donc, sont sensibles à la valeur moyenne de la puissance émise par les sources lumineuses. Donc c'est pour cela, quand on calcule l'intensité, et donc l'intensité qui est reçue, donc elle sera proportionnelle à la moyenne de la puissance. D'accord? Donc ça c'est la moyenne temporelle de la puissance émise par les sources lumineuses. Et on a déjà vu dans le module d'électromagnétisme que l'intensité lumineuse, donc selon l'électromagnétisme, on a vu que l'intensité de l'onde électromagnétique de façon générale et des ondes lumineuses en particulier, c'est égal à la moyenne de Poynting en norme. Donc le vecteur de Poynting en norme, il représente en fait la puissance rayonnée par unité de surface. D'accord? Donc c'est égal à la moyenne de la puissance rayonnée par unité de surface. Or, le module de Poynting, c'est égal au module. Donc par définition, le Poynting, c'est E vectoriel V sur mu 0. Donc on a vu que c'est égal donc, à 1 sur mu 0 C fois E au carré. Donc ça, c'est dans le cas d'une propagation dans le vide pour une onde plane. Donc l'essentiel, on voit que I, elle est donc proportionnelle à E au carré. D'accord? Donc I est proportionnelle à la moyenne de E au carré. L'éclairement aussi, il est proportionnel à l'intensité. D'accord? Et l'éclairement, donc l'éclairement, c'est une grandeur qui est proportionnelle à l'intensité. Donc il y a une différence entre l'intensité et l'éclairement, mais ça sort du cadre de notre programme, donc on va juste dire qu'à une constante multiplicative près, l'éclairement et l'intensité c'est la même chose. Donc juste il y a une constante multiplicative et c'est égal à la moyenne de E au carré. D'accord? Donc à une constante multiplicative près, on a l'éclairement égale l'intensité égale E au carré. Or, E au carré, donc on peut la calculer grâce à la notation complexe. Donc c'est égal à E fois E étoile. Donc E, c'est la notation complexe de E, et E étoile, c'est le conjugué de E. Et on a dit que la vibration lumineuse, c'est le module de E, donc on peut écrire O epsilon égale à I, égale donc S au carré. Donc c'est égal à S fois S étoile. Voilà. Donc, dans l'optique, la grandeur qu'on va
la calculer toujours, c'est l'éclairement ou bien c'est l'intensité, parce que ça c'est en fait ce qu'observe, ce que voit un récepteur, et ce récepteur sera en général l'œil humain. Ensuite, on va parler du chemin optique, donc le sous-paragraphe suivant 1.3, donc le chemin optique. Donc, on va considérer un milieu transparent quelconque. Donc, ce milieu peut être, par exemple, hétérogène. D'accord ? Donc, considérant un milieu transparent quelconque. C'est-à-dire qu'il peut être hétérogène. Donc, s'il est hétérogène, donc l'indice de ce milieu donc, sera variable en fonction de l'espace. Et on considère dans ce milieu donc, un point source S. D'accord ? Donc, ça, c'est le point source S. Et un point M où on va mesurer l'effet. Donc, ça, c'est la source. Donc, si le milieu il est hétérogène, le trajet de la lumière, donc, il est quelconque. Donc, la lumière, elle va donc choisir le chemin qui est le moins énergétique, c'est-à-dire le plus stable. Par exemple, si le milieu est hétérogène, donc le chemin le plus stable et le moins énergétique sera le chemin direct, c'est-à-dire le segment SM. Donc, on définit ce qu'on appelle le chemin optique. Donc, le chemin optique, c'est entre les deux points. Il est noté donc SM. Donc, il ne faut pas confondre ça avec la notation de droite SM en mathématiques. Donc, ça, c'est le chemin optique SM. Il est noté aussi parfois LSM, comme ça. Donc, c'est l'intégrale entre S et M de NdL. Donc, avec dl, c'est une abscisse donc homogène à une longueur qui va suivre le trajet du rayon lumineux. Donc, en particulier, si le milieu est homogène, donc si le milieu est homogène, donc ça c'est un cas qui est fréquent dans les applications qu'on va étudier. Donc l'indice n sera une constante, donc il ne dépend pas de l'espace. Donc c'est une constante par rapport à l'espace. Donc on peut faire sortir le n de l'intégrale et on obtient le chemin optique Sm égale n fois la distance Sm. Voilà. Et par exemple dans le vide, l'indice égale à 1, donc on confond le chemin optique et la distance géométrique Sm. Ensuite, on va présenter la relation fondamentale entre le chemin optique et le retard de phase. D'accord ? Donc, 1,4, relation fondamentale. Entre le chemin optique et le retard de phase. Donc pour cela, on va considérer une vibration lumineuse qui est monochromatique. D'accord ? Donc considérons une vibration lumineuse qui est monochromatique. Donc considérons une vibration lumineuse monochromatique, c'est-à-dire donc SM, elle se
D'accord? Donc ça c'est la vibration. A c'est l'amplitude de la vibration au point M. Oméga donc c'est la pulsation de cette vibration. Et phi de M c'est le retard de phase au point M de la vibration. D'accord? Donc ça c'est le retard de phase. En M. Donc si on considère un autre point M, donc l'onde lumineuse elle va se propager du point M vers le point N. Donc le retard de phase au point N est égal donc le retard de phase au point M plus oméga Tm Mn. Voilà. Avec Tmn, donc ça c'est le temps nécessaire pour que l'onde lumineuse se propage du point M vers le point N. D'accord? Donc ça c'est le retard. Durée du retard. Voilà. Or, ce temps, c'est égal à quoi? C'est égal à la vitesse. Le temps, c'est égal à la distance parcourue, qui est Mn, sur la vitesse de propagation. Or, on a vu que la vitesse de propagation, c'est C sur M. Donc, c'est égal à plus oméga C sur M. Donc, la vitesse, c'est égal à C sur M. Donc, qu'est-ce qu'il apparaît ici? Donc, il apparaît le chemin optique Mn entre le point M et le point N. Donc, ça, c'est le chemin optique. Et oméga sur C, on a vu ça, donc c'est égal à K0, donc c'est égal à 2pi sur lambda 0, d'accord? Avec lambda 0, c'est la longueur d'onde de l'onde lumineuse dans le vide, si elle se propage dans le vide, d'accord? Donc on va trouver finalement que le retard de phase au point N, c'est égal au retard de phase au point M, plus 2pi sur lambda 0 fois le chemin optique Mn. Donc ça, c'est une relation qui est fondamentale entre le retard de phase et le chemin optique. On passe ensuite au 5e sous-paragraphe pour parler donc des surfaces d'onde. Donc 1,5. Surface d'onde. Et aussi on va parler du théorème de Malus. Donc, surface d'onde et théorème de Malus. Donc par définition, une surface d'onde relative à une source ponctuelle S est la surface qui vérifie donc Sm égale à une constante. D'accord? Avec M, donc c'est un point de la surface, et Sm c'est le chemin optique. D'accord? Donc une surface d'onde relative à une source ponctuelle S, ponctuelle, est définie par l'ensemble de points M tel que l'ensemble de points M tel que Sm égale à une constante. Avec Sm, donc c'est le chemin optique entre le point source S et le point M. La vibration lumineuse est constante sur une surface d'onde. D'accord? Donc ça c'est la définition. Ensuite, la vibration lumineuse S égale à une constante sur une surface d'onde. Le théorème de Malus. Donc le théorème de Malus, il affirme que les surfaces d'onde sont perpendiculaires au rayon. D'accord? Donc le théorème
malus. Donc il affirme que les surfaces d'onde relatives à S sont orthogonaux au rayon, donc sont orthogonaux au rayon issu de S. Donc parmi les conséquences du théorème de Malus et de la définition, c'est la conséquence suivante. Donc on va considérer un système optique, par exemple une lentille convergente, qui conjugue un point A, qui joue le rôle de l'objet, et le point A', donc, qui joue le rôle d'image. Donc A', c'est le conjugué de A. Donc A', c'est le conjugué de A par le système optique. Alors tous les rayons qui partent de A, ils entrent dans le système optique et ils émergent, ensuite ils vont converger en A'. Alors, le chemin optique AA', il sera une constante, quel que soit le trajet choisi, c'est-à-dire quel que soit le trajet lumineux choisi. D'accord? Donc on a ici, donc ça c'est une conséquence qui résulte du théorème de Malus et de la définition. Donc le chemin optique AA' égale donc à une constante, quel que soit le trajet lumineux suivi. Ensuite, on va définir le terme d'onde plane, donc le 6e sous-paragraphe. Ainsi, onde plane. La notion d'onde plane a été bien étudiée donc, de façon qui est détaillée dans le module de l'électromagnétisme. Mais ici, donc, dans le chapitre de l'optique, on va donc voir cette notion d'une autre façon. Bon, il y a une équivalence entre les deux façons, mais on va voir donc l'onde plane comme étant un faisceau parallèle, c'est-à-dire un ensemble de rayons qui sont parallèles entre eux. Et donc, selon le théorème de Malus, les surfaces d'onde qui sont perpendiculaires à ces faisceaux, à ces rayons qui sont parallèles, donc seront automatiquement des plans. Donc, en d'autres termes, la surface d'onde est plane. Voilà, donc l'onde plane, elle est. Donc, surface d'onde est plane. Ceci est équivalent à dire, selon le théorème de Malus, que les rayons ils sont parallèles entre eux et perpendiculaires à ces surfaces d'onde. Donc les rayons lumineux sont parallèles entre eux. Donc cette onde plane, elle modélise donc, le rayon laser, d'accord? Le rayon laser. En toute rigueur, donc physiquement, le rayon laser n'est pas vraiment une onde plane, mais ça c'est une bonne approximation qu'on va l'adopter dans notre programme, d'accord? Elle peut aussi modéliser la lumière provenant d'une source qui est donc située à l'infini. D'accord? Donc elle modélise la lumière provenant
étoile. Donc la lumière provenant d'une étoile. L'étoile, donc, elle est lointaine, donc on peut considérer que c'est une source qui est rejetée à l'infini. Donc la lumière qui va arriver, elle va être considérée comme une onde plane, c'est-à-dire comme un faisceau parallèle. Et les surfaces d'onde sont donc des plans. Et elle modélise aussi la lumière qui est émise par un collimateur. D'accord ? Donc elle modélise la lumière émise par un collimateur. Donc c'est quoi un collimateur? C'est simple, c'est-à-dire c'est une source ponctuelle qui est placée dans le plan focal objet d'une lentille convergente. D'accord? Donc collimateur, c'est-à-dire une source ponctuelle S placée dans le plan focal objet d'une lentille convergente. L. Voilà. Donc ici, il faut placer dans le plan focal objet d'une lentille convergente. Donc, je vais tracer le schéma correspondant. Donc ça, c'est la lentille convergente. Ça, c'est le symbole, en fait. Donc ça, c'est l'axe optique. Donc cette lentille possède deux foyers, donc un foyer objet et un foyer image, donc F et F', qui sont symétriques par rapport au centre de la lentille. Donc on considère le plan focal objet. Donc le plan focal objet, c'est le plan qui passe par F. Et donc on prend la source ponctuelle S qui appartient à ce plan, comme ça. Donc la lumière qui est émise par S est une lumière qu'on va voir, elle est sphérique, d'accord? Donc elle est sphérique parce que la source elle est ponctuelle, comme ça, dans toutes les directions. Mais elle va sortir parallèle, donc elle va sortir comme un faisceau parallèle de la lentille convergente L, et ça sera parallèle au rayon qui passe par le centre de la lentille, d'accord? Donc ce rayon-là particulier. Donc ce rayon il ne subit aucune déviation en passant du centre de la lentille, et tous les rayons vont sortir parallèles à ce rayon. Comme ça. Donc vous voyez que le collimateur, il a donné donc une onde qui est plane. D'accord? Donc c'est une onde plane dont les rayons sont parallèles, ou bien aussi on peut voir comme étant la surface d'onde qui est plane. Parce que la surface d'onde, selon le théorème du malus, donc elle est perpendiculaire au rayon lumineux. Donc ça, c'est la surface d'onde. Ensuite, on va introduire le terme d'onde sphérique. Donc 1,7. Onde sphérique. Donc c'est une onde telle que les rayons lumineux sont concourants en un point S, c'est-à-dire au point source. D'accord? Donc l'onde sphérique, elle est définie par une onde telle que les rayons sont concourants en un point S. D'accord? Et donc ça, c'est équivalent à dire, selon malus, donc selon malus, les surfaces d'onde doivent être perpendiculaires au rayon, et puisque
puisque ces rayons sont concourants en un point, donc ces surfaces deviennent sphériques de centre à S. Donc selon Malus, les surfaces d'onde sont sphériques de centre à S. Donc on obtient cette configuration, par exemple, S comme ça. Donc tous les rayons sont concourants, ou bien comme ça. Donc on voit la surface d'onde qui est perpendiculaire à ces rayons. Donc c'est une sphère. Donc ça c'est une portion d'une sphère aussi dans ce cas-là. Et cette sphère donc elle est de centre S. Mais la différence que les rayons donc émergent de S. Donc on dit que ça c'est une onde sphérique qui est divergente. Par contre ici, les rayons convergent en S, donc on dit que ça c'est une onde sphérique convergente. Voilà, donc ça c'est les deux cas possibles. Donc qu'est-ce qu'elle modélise ce type d'onde? Donc elle modélise en particulier la lumière qui est émise par une source ponctuelle S dans un milieu homogène. D'accord? Donc elle modélise la lumière émise par une source ponctuelle dans un milieu homogène. Voilà. Donc on voit très bien que dans le cas de collimateur ici, la lumière émise par S, c'est une lumière qui est donc sphérique, parce que S est ponctuel, et donc ça c'est la surface d'onde, elle est sphérique. Oui. Et à la sortie du collimateur, donc l'onde elle est plane. Donc ici la lentille convergente, on peut voir que c'est un système qui transforme donc une onde sphérique divergente en une onde plane. Ensuite, on va définir l'interférence. C'est quoi en fait l'interférence? 1.8. Définition de l'interférence. Entre deux ondes. Donc ce qui nous intéresse, c'est l'interférence entre deux ondes. D'accord? On peut trouver l'interférence d'ondes multiples, c'est-à-dire plusieurs ondes. Donc on va voir ça par exemple dans le deuxième chapitre qui concerne la diffraction. Mais dans ce chapitre, on va s'intéresser principalement donc, à l'interférence entre deux ondes. Donc soit deux ondes lumineuses d'intensité I1, I2 ou d'éclairement epsilon 1, epsilon 2 respectivement. Donc on peut raisonner soit sur l'intensité, soit sur l'éclairement. C'est la même chose. Donc ces deux ondes coexistent dans un domaine de l'espace qui s'appelle donc le champ d'interférence, simultanément. D'accord? Donc si ces deux ondes coexistent dans un domaine de l'espace simultanément, donc ils vont se superposer. Ils vont donner donc une onde résultante. Donc l'intensité de
résultante et epsilon II. L'éclairement de l'onde résultante est epsilon. Donc on dit qu'on a interférence entre les deux ondes. On dit qu'on a interférence si I différent de la somme, ou on peut raisonner sur l'éclairement epsilon différent de la somme. Donc c'est la même chose. En d'autres termes, on peut écrire, c'est-à-dire epsilon c'est égal à epsilon 1 plus epsilon 2 plus un autre terme. D'accord? Ce terme est appelé terme d'interférence. D'accord? Donc pour assurer l'existence d'interférence entre les deux ondes lumineuses, il faut que ce terme d'interférence donc soit non nul, non identiquement nul. D'accord? Donc si je prends deux exemples, je prends par exemple deux lampes. Comme ça. Donc deux lampes, chaque lampe elle va donc émettre une onde lumineuse dans l'espace. Voilà. Donc ici il y a une zone où il y a superposition des deux ondes qui arrivent des deux lampes. Mais par exemple dans une salle, si on met deux lampes, voire plusieurs lampes, c'est dans le but d'augmenter l'éclairage. D'accord? Donc c'est pour avoir un éclairage plus fort et uniforme. Donc normalement, il n'y a pas d'interférence, parce qu'on a dit que dans l'introduction que l'interférence, dans le cas de l'interférence, lumière plus lumière peut donner l'obscurité. C'est-à-dire que l'éclairage final ne sera pas uniforme. Il y a des zones où l'éclairage est maximal, des zones où l'éclairage est minimal. Donc ces deux lampes ne donnent pas en fait le phénomène d'interférence. Ici on a bien epsilon égale epsilon 1 plus epsilon 2. Donc l'éclairage il est plus fort et il est uniforme. Mais si on prend par exemple l'expérience de Thomas Young, donc Young qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris donc un écran qui est opaque, il a percé cet écran de deux trous, donc on va appeler S1 et S2 ces deux trous là. Le diamètre du trou il est très faible, il est de l'ordre de la longueur d'onde lambda, et on va voir pourquoi. Il a éclairé le système par une source S. Donc cette source, elle va émettre de la lumière. Donc elle va éclairer les deux trous. Puisque l'écran est opaque, donc juste la lumière, elle va passer à travers S1 et S2. Donc ici on aura la lumière à travers S1, la lumière qui est émise par S2. Donc vous voyez que le faisceau ici, il est divergent, et donc cette divergence, ce qu'on appelle le phénomène de diffraction, d'accord? Donc ici, la lumière, elle va passer à travers S1, mais donc on va observer le phénomène de diffraction, c'est-à-dire l'éparpillement de la lumière au niveau de S1. On va étudier ça donc plus en détail dans le deuxième chapitre. Et donc pour qu'il y ait le phénomène de diffraction, il faut que le diamètre des trous soit de l'ordre de la longueur d'onde lambda. Et suite à cette diffraction, donc il y a ici la possibilité de rencontre entre les ondes provenant de S1 et de S2. La formation donc du champ d'interférence. Et bien dans ce cas-là,
expérimentalement, Young, quand il a mis l'écran ici d'observation, donc il a trouvé des zones où l'éclairement est faible et des zones où l'éclairement est fort, faible, fort, faible, fort. Et c'était donc de façon qui est alternée. Donc il y a des zones qui sont d'éclairage faible, qu'on va l'appeler frange sombre, on va voir ça en détail, et des zones d'éclairage qui est fort, qu'on va l'appeler des franges brillantes. Et ça, c'est le phénomène d'interférence. Donc pourquoi on n'a pas obtenu l'interférence ici, alors qu'on l'a obtenue ici? Donc ça, on va répondre à ces questions, parce que en introduisant donc les conditions d'obtention d'interférence. Parce que l'interférence, c'est un phénomène qui nécessite des conditions strictes pour qu'il soit présent. Ce n'est pas le fait de prendre deux sources lumineuses, émettant chacune une onde lumineuse, et la superposition de ces ondes va donner donc directement l'interférence. D'accord ? Donc pour obtenir l'interférence, il y a des conditions strictes qu'on doit les respecter, et on va voir ces conditions. Donc pour introduire ces conditions, donc on va effectuer la superposition de deux ondes électromagnétiques lumineuses, c'est-à-dire dans le domaine visible. Donc ça sera l'objet du 9e paragraphe. Donc 1.9, superposition de deux ondes lumineuses. Et à travers ce paragraphe, donc, on va introduire les conditions nécessaires à l'obtention de l'interférence. Conditions d'interférence. Donc on considère deux sources, S1 et S2, émettant deux ondes décrites par les champs suivants. Donc considérons deux sources S1 et S2 émettant deux ondes décrites par le champ E1 qui est égal, donc on va noter l'amplitude A1 de M, donc A1 de M, donc le champ E1 il est exprimé au point M à l'instant T, donc c'est l'amplitude de ce champ A1 au point M, cosinus oméga T moins K scalaire R moins phi 0,1. Donc on a déjà vu cette forme dans le module d'électromagnétisme. Donc je rappelle que ça c'est l'amplitude de l'onde. Cette onde est considérée monochromatique. Le champ ici c'est une fonction sinusoïdale, donc l'onde elle est monochromatique de pulsation oméga. Donc K c'est le vecteur d'onde. On va noter donc K1. Et F1 c'est le vecteur S1M, c'est-à-dire c'est le vecteur qui part de la source qui émet l'onde vers le point de mesure M, et le phi 0,1, ça c'est la phase initiale. Donc, phi 0,1 c'est la phase initiale. Au niveau de la source S1. De même, donc on peut écrire le champ E2 au point M à l'instant T. Donc c'est l'amplitude A2 cosinus oméga T moins K2 R2 moins phi 0,2. Donc on va considérer deux pulsations différentes pour le moment. Donc on va supposer a priori que les deux ondes possèdent deux pulsations différentes. Ensuite, on va donc calculer l'éclairement de l'onde résultante.
Donc l'éclairement on peut raisonner aussi sur l'intensité, c'est la même chose, d'accord? Donc l'éclairement de l'onde résultante est epsilon au point m égale donc à une constante multiplicative près à la moyenne de E au carré, avec E c'est le champ électrique de l'onde résultante, donc est égal à la somme de E1 et E2, d'accord? Donc c'est E1 plus E2 au carré. Donc c'est égal à la moyenne de E1 plus E2 au carré plus 2 fois la moyenne du produit scalaire E1, E2. Donc ici il ne faut pas oublier les vecteurs unitaires. Donc je vais appeler U1 le vecteur unitaire qui définit la direction de E1 et U2 le vecteur unitaire relatif au champ E2. D'accord? Donc je vais écrire les vecteurs unitaires à l'extérieur de la moyenne, comme ça, U1 scalaire U2. Voilà. Donc ça c'est déjà c'est à une constante multiplicative près, ça c'est epsilon 1, d'accord? Et ça c'est epsilon 2 plus 2 fois E1 E2 scalaire U1 U2. Donc si on compare ces deux formes, donc on voit très bien que le terme d'interférence c'est ça. Donc ça c'est le terme d'interférence. Et on a dit que pour observer l'interférence, il faut que ce terme soit non identiquement nul. D'accord? Donc on va essayer de dégager les conditions nécessaires pour que ce terme soit différent de 0. D'accord? Donc on a l'interférence. On a l'interférence entre ces deux ondes. Si le terme d'interférence n'est pas identiquement nul. D'accord? Et dans ce cas, le deux ondes, elle est dite cohérente. Dans ce cas, les deux ondes sont dites cohérentes. Donc, il est clair que la première condition, il faut que le produit scalaire U1, U2 soit différent de 0. D'accord? Donc, première condition. Il faut que U1 scalaire U2 différent de 0. Donc ça, elle est dite condition de polarisation. Donc ça, c'est la première condition. Condition de polarisation. Parce qu'elle impose une condition sur la direction de polarisation de ces deux champs. Le champ E1 et le champ E2. D'accord? Et en général, on prend U1 scalaire U2 presque égal à 1, c'est-à-dire que le champ présente presque la même polarisation. D'accord? En général, c'est-à-dire dans les expériences de l'interférence lumineuse, on a U1 scalaire U2 presque égal à 1.
C'est-à-dire que les deux champs possèdent presque la même polarisation. D'où l'intérêt ici de la notion du modèle scalaire de la lumière qu'on a introduit, c'est-à-dire que la direction du champ électrique elle est plus importante si on assure cette condition-là. D'accord ? D'où l'intérêt du modèle scalaire de la lumière. Donc c'est pour cela, dans toute la suite, donc on va prendre ce produit égal à 1, et on va considérer uniquement le module de champ électrique, qui est en fait S, c'est-à-dire la vibration lumineuse. Donc, epsilon égale epsilon 1 plus epsilon 2 plus 2 fois. Donc, le module de la moyenne de E1, E2, donc ça sera A1, A2, fois la moyenne de le produit des cosinus. Cosinus phi1, cosinus phi2. Donc, on va noter phi1, tout ça. D'accord ? Et tout ça, donc ça, c'est phi2. Cosinus phi1, cosinus phi2. Pour les amplitudes A1 et A2, on a une relation entre A1 et A2 et epsilon 1 et epsilon 2. Parce que epsilon 1, par définition, c'est quoi? C'est le module de E1 en carré. Donc c'est égal à la moyenne de cette expression en carré. Donc la moyenne de cos carré phi 1 c'est 1,5. Donc on va trouver A1 carré sur 2. Donc A1 c'est égal à la racine de 2 epsilon 1. Et de même pour A2. Racine de 2 epsilon 2. Ensuite on va utiliser la trigonométrie ici. D'accord ? Donc on va laisser le 2 à l'intérieur. Donc trigonométriquement, on a 2 cosinus phi 1 cosinus phi 2, c'est égal à cosinus la somme plus cosinus la différence. Donc on obtient epsilon égale epsilon 1 plus epsilon 2 plus 2 fois la racine de epsilon 1 epsilon 2 fois la moyenne de cosinus phi 1 plus phi 2. Donc phi 1 plus phi 2 c'est la somme, donc c'est oméga 1 plus oméga 2 t moins K1 R1 moins K2 R2 moins phi 0 1 moins phi 0 2 plus 2 racines de epsilon 1 epsilon 2, la moyenne de cosinus, donc oméga 1 moins oméga 2 t plus K2 R2 moins K1 R1 plus phi 0 2 moins phi 0 1. Donc le terme d'interférence ici, il est composé de 2 termes. Donc on voit très bien que ça c'est un terme qui est nul, parce que la moyenne de cosinus est toujours nulle. D'accord ? Donc ça c'est nul. Et cette moyenne, elle peut être nulle
déjà si oméga 1 est différent d'oméga 2, donc si oméga 1 est différent de oméga 2, cette moyenne elle sera nulle, et donc tout le terme d'interférence sera nul. Donc si le terme d'interférence est identiquement nul, alors on va perdre l'interférence, d'où la deuxième condition. Donc ça c'est la première condition. Donc d'où la deuxième condition d'interférence. Il faut déjà donc assurer que oméga 1 égale oméga 2. D'accord ? Et on appelle ça donc la condition de synchronisme, c'est-à-dire que les deux sources S1 et S2 doivent être synchrones. Donc ça c'est la condition appelée donc condition de synchronisme. Donc dans la suite, on va prendre oméga 1 égale oméga 2. Donc on obtient epsilon égale epsilon 1 plus epsilon 2 plus 2 racine epsilon 1 epsilon 2, la moyenne de cosinus K2 R2 moins K1 R1 plus delta phi 0. Avec ici delta phi 0, c'est égal à phi 0,2 moins phi 0,1. Donc ici, donc ça c'est le terme d'interférence. Donc toujours, on peut avoir le risque d'avoir un terme d'interférence nul si il dépend de temps. Et ici, donc, cette grandeur, elle ne dépend pas de temps, donc c'est une grandeur qui est spatiale. Elle dépend donc des coordonnées spatiales. Mais le delta phi 0, il peut dépendre du temps. Parce que les phases initiales phi 0,2 et phi 0,1, comme on va le voir de façon plus détaillée dans un autre paragraphe, qui est le paragraphe de la cohérence temporelle, on va voir que phi 0,1 et phi 0,2 changent au cours du temps de façon qui est aléatoire. Parce qu'en réalité, une source lumineuse, par exemple la source S1, elle n'émet pas la lumière de façon continue. Elle émet la lumière de façon discontinue et on dit que ça, ce sont des trains d'ondes. Donc elle émet un train, ensuite il y a un temps de repos, ensuite elle va émettre un autre train, et dans chaque nouveau train, la phase initiale phi 0,1 change. De même pour la source S2. Et ce changement aléatoire, il va donc donner un déphasage initial delta phi 0 qui est aléatoire en fonction du temps. Ça, c'est à condition que les sources S1 et S2 sont indépendantes. Donc si S1 et S2 sont indépendantes, et elles sont dites incohérentes, alors le déphasage delta phi 0 sera une fonction aléatoire du temps, et automatiquement la moyenne temporelle sera nulle. Donc, si S1 et S2 sont deux sources indépendantes, et ça c'est en fait le cas de deux lampes, dans une salle. Donc deux lampes dans une salle, ou même 3, 4 lampes, ce sont des lampes, des sources indépendantes, donc elles sont incohérentes, donc le déphasage sera toujours aléatoire, donc le terme d'interférence sera toujours nul. Et donc ceci explique pourquoi avec des lampes indépendantes on n'obtient pas l'interférence. Par contre, dans le cas de l'expérience des trous d'ion,
vous remarquez très bien que les sources S1 et S2 sont deux trous percés dans un écran qui sont liés directement à la source mère S. C'est-à-dire ces deux sources-là sont dépendantes de S. Donc leur phase initiale, elle est la même, elle est liée à S. D'accord? Donc le déphasage delta phi 0 sera constant dans ce cas-là. Donc si S1 et S2 sont deux sources indépendantes, alors delta phi 0 sera une fonction aléatoire du temps et par conséquent le terme d'interférence s'annule. Donc pas d'interférence. D'où la troisième condition. D'où la troisième condition. D'où la troisième condition. Delta phi 0 égale à constante, dite condition de cohérence des sources S1 et S2. D'accord? Condition de source S1 et S2. Remarque, delta phi 0 doit être égal à une constante au moins pendant le temps de réponse. Le temps de réponse du photorécepteur. Donc on va observer le phénomène d'interférence grâce à un photorécepteur. Donc normalement, il faut assurer les conditions d'interférence pendant ce temps de réponse-là. Et parmi les conditions, c'est la condition de cohérence. Donc delta phi 0 doit être constante pendant ce temps de réponse. Si le récepteur est l'œil humain, ce qui est en général le cas dans notre programme, le temps de réponse il est grand, il est relativement grand, donc 0,1 seconde, c'est très grand. Par rapport au temps de réponse, par exemple, des photodétecteurs, des caméras CCD, d'accord? Donc ici, pour assurer cette condition, il faut que S1 et S2 dérivent d'une même source mère. D'accord? Donc dans le cas de l'œil, le temps de réponse est relativement grand. Donc il faut que S1 et S2 dérivent d'une même source mère. S. Donc on dit que S1 et S2 sont deux sources secondaires. Mais actuellement, on a pu observer l'interférence grâce à deux sources indépendantes, deux sources laser, parce que le laser elle est stable, elle est cohérente, donc on va voir ça en plus en détail. Donc on a observé l'interférence entre deux sources laser indépendantes pendant juste une microseconde, mais grâce à un photodétecteur qui est très rapide. C'est un photodétecteur électronique. D'accord? Donc en toute rigueur, il faut juste assurer delta phi 0 égale constante pendant le temps de détection. D'accord? Mais nous, on va travailler avec cette condition. On va dire que S1 et S2 doivent dériver d'une source mère parce qu'on va utiliser comme capteur, donc comme un photodétecteur, c'est l'œil humain ou bien les photodiodes, d'accord, qui sont utilisés dans les travaux pratiques, dont le temps de réponse est relativement grand. Donc ensuite, on va développer encore plus le terme d'interférence. Donc, on va supposer donc, que toutes les conditions sont bien vérifiées. Donc, l'intérieur ici sera
indépendant du temps. Donc sa moyenne c'est égal à lui-même. D'accord? Donc ça c'est juste une remarque. Donc si les trois conditions sont vérifiées, on peut écrire que l'éclairement c'est égal à epsilon 1 plus epsilon 2 plus la racine de epsilon 1 epsilon 2. Donc la moyenne n'est plus nécessaire ici parce que ça c'est une constante. Donc cosinus K2R2 moins K1R1 plus delta phi 0. Voilà, donc ça c'est le terme d'interférence. Donc on va développer encore plus ce terme-là. Donc on prend les deux sources S1 et S2 qui émettent donc les ondes lumineuses. Donc S1, S2. Donc on va considérer deux rayons. Vous voyez donc? Mais on a dit que le rayon il est parallèle au vecteur d'onde K. Donc ça c'est K1. De même ici, le rayon il est parallèle au vecteur d'onde K2. D'accord? Donc on a K1 parallèle à S1M et K2 parallèle à S2M. Donc K2R2 moins K1R1 c'est égal donc à K2 fois donc S2M c'est égal à R2 et S1M c'est égal à R1. Donc on va avoir ici K2 fois S2M moins K1 fois S1M. Et on considère donc un milieu qui est homogène, ce qui est en général le cas dans nos applications. Donc on aura K1 égale K2 en module, c'est égal à oméga C fois N, comme on l'a déjà montré. Et oméga C, on a dit que c'est égal à 2pi sur lambda 0 fois N. Donc K2R2 moins K1R1 c'est égal à 2pi sur lambda 0 fois N S2M moins N S1M. Donc c'est égal au chemin optique S2M moins le chemin optique S1M. Parce que le milieu est homogène, donc N fois S2M c'est le chemin optique S2M moins S1M. Voilà. Ensuite, comme on l'a précisé ici, S1 et S2 donc, dérivent du même source mère. D'accord? Donc on va considérer ici la source mère S. Donc S1 et S2 sont éclairés par la même source mère S. Donc, ici on a les rayons provenant de S. Donc la phase initiale phi 0,1 au niveau de la source S1, c'est en fait le retard de phase au point S1 de la lumière, de la vibration lumineuse qui est émise par S. Donc c'est égal au retard de phase au point S plus, donc selon la relation fondamentale qui lie le retard de phase au chemin optique, qu'on a déjà vu, plus 2pi sur lambda 0 S, S1. S1 c'est le chemin optique. De même, phi 0,2 égale phi de S plus 2pi sur lambda 0 fois S, S2. Donc le déphasage delta phi 0
qui est égal à phi02 moins phi01. Donc c'est égal à 2pi sur lambda 0 fois ss2 moins ss1. Donc on a cette égalité et cette égalité. Donc on peut donc réécrire autrement l'intérieur de cosinus ici. D'accord. Donc pour cela on va introduire ce qu'on appelle la différence de marche, delta, par définition. Par définition, la différence de marche est delta qui est égal à S M moins S M chemin optique. Donc c'est la différence entre deux chemins optiques, mais le long de deux trajets différents. D'accord. Donc ici par exemple, on a le trajet 1, ici on a le trajet 2. Donc le trajet 1, la lumière passe par la source S1, le trajet 2, la lumière passe par la source S2. Donc on va appeler le trajet 2 moins le trajet 1. Ça, c'est la différence de marche optique entre les deux trajets. C'est égal aussi à SS2M, chemin optique, moins SS1M. Donc c'est égal au chemin optique SS2 plus S2M moins SS1 moins S1M. Donc c'est égal aussi à SS2 moins SS1 plus S2M moins S1M. Vous remarquez ici, donc ici il manque parenthèse. Donc ce terme-là, c'est le même ici. Et le terme ici est le même ici. Voilà. Et donc en facteur, ça va sortir le 2pi sur lambda 0 en facteur. Voilà. Donc on peut écrire autrement l'intérieur du cosinus. Donc epsilon 1 plus epsilon 2 plus 2 racines epsilon 1 epsilon 2 cosinus 2pi sur lambda 0 fois delta. Donc avec delta, c'est la différence de marche. Et ça, c'est très important. Donc ça, c'est ce qu'on appelle formule d'interférence. Donc cette formule d'interférence, elle suppose que les trois conditions sont bien vérifiées et elle écrit donc le terme d'interférence en fonction de ce qu'on appelle la différence de marche optique, qui est une grandeur très importante. Donc dans les applications, il faut savoir déterminer la différence de marche optique pour chaque système d'interférence, comme on va le voir, d'accord, parce que sans le calcul de delta, on ne peut pas trouver l'éclairement sur l'écran, et donc on ne peut pas raisonner. Donc ça, c'est une grandeur de départ qui est très très importante. Donc on peut l'écrire aussi en fonction de l'intensité. C'est la même chose. Donc O, on peut écrire l'intensité sur l'écran est égale l'intensité, la somme de deux intensités de ondes lumineuses de la racine de I1 et 2 cosinus 2pi sur lambda 0 fois delta. Voilà. C'est la même chose. Dans certains cas, donc, on va voir un exemple. D'accord. Dans certains cas, le déphasage delta phi 0 entre les sources, il contient donc un déphasage qui est supplémentaire, qui est dû donc à un phénomène physique introduit dans le système
qui est mise en jeu, par exemple une réflexion. D'accord? Donc on sait qu'une réflexion, elle introduit un déphasage égal à pi. Donc ça a été expliqué dans le module de l'électromagnétisme. Donc le déphasage qui est introduit par la réflexion delta phi égale à pi, par exemple, il va donc introduire un déphasage, il va introduire donc une différence de marche supplémentaire, donc il faut ajouter un delta. D'accord? Donc je vais écrire ça sous forme de remarque. Donc dans certains systèmes, interférentiels, l'exemple c'est le miroir de l'œil. Donc on va voir cet exemple soit comme application, dans le TD. Donc dans ce cas-là, donc le cas de miroir de l'œil, on a donc un déphasage qui est introduit par réflexion. D'accord? Donc dans certains systèmes interférentiels, on introduit la réflexion, on introduit un déphasage supplémentaire. Delta phi supplémentaire qui est égal à pi, qui est dû en général à la réflexion. Donc ceci va introduire une différence de marche supplémentaire. Donc on introduit une différence de marche delta supplémentaire telle que, donc toujours, vous voyez la relation, donc ici, donc ça c'est le déphasage, d'accord? Donc ça c'est le déphasage delta phi entre les deux ondes qui s'interfèrent, d'accord? Donc on aura delta phi supplémentaire égale 2pi sur lambda 0 fois delta supplémentaire. Donc c'est la même forme, ici delta phi égale 2pi sur lambda 0 fois delta, mais juste on va ajouter supplémentaire. Et puisque ça c'est égal à pi, donc delta supplémentaire c'est égal à lambda 0 sur 2. Voilà. Donc dans certains cas, dans certaines applications, on va ajouter le lambda 0 sur 2 à la différence de marche delta qui est due à la différence géométrique entre les deux trajets.